Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger pour ma loge un guide à destination des profanes, mais aussi des frères et des sœurs de ma loge pour qu'ils puissent expliquer simplement la franc-maçonnerie à des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler ou qui en avaient entendu des bêtises. J'ai donc rédigé une quarantaine de questions et réponses qui présentent et expliquent simplement ce qu'était la franc-maçonnerie, ce qu'elle n'était pas, et comment on pouvait y entrer. Ce livre est désormais disponible à la vente sur franc-maçonnerie.fr, avec la cédille, mais je n'ai pas fait cette vidéo que pour vous le signaler, un peu. Mais surtout, c'est pour vous dire que la plus grosse difficulté quand on écrit ou qu'on raconte la franc-maçonnerie, c'est de ne pas être parjure. Car en franc-maçonnerie, on fait un serment, très simple, celui de ne jamais dévoiler les secrets et mystères de la franc-maçonnerie. Ce qui est un peu logique. Personne n'a envie de se faire spoiler la fin d'un film qu'il compte voir. Mais depuis 1723, tout le monde n'a pas autant de scrupules que moi. Il y a des divulgations. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. À l'époque, il était interdit d'imprimer des rituels. Donc le principe d'une divulgation, c'est que des frères ont, dès 1723, cherché à les faire imprimer. Ce qui fait le bonheur des historiens, vu qu'ainsi tout est disponible simplement désormais en librairie ou même sur Internet. Et plein de frères ont laissé fuiter des rituels à l'époque. Bon, maintenant on peut les acheter directement en ligne sur le site des éditeurs. D'ailleurs, pour les complotistes qui nous écoutent, quand vous dites que la franc-maçonnerie est une secte parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans nos cérémonies, c'est juste que vous êtes des feignasses. Vous ne réfléchissez pas par vous-même. Faites des recherches sérieuses un peu. Achetez le livre de Philippe Langlais sur les textes fondateurs de la franc-maçonnerie. C'est pas compliqué. Ou abonnez-vous à ma chaîne. On plaisante, mais il y a toujours quelque chose qui m'a fait rire dans les divulgations maçonniques du XVIIIe siècle. Il y a toujours un frère qui est mort. À chaque fois qu'un rituel ou une instruction en question-réponse était imprimée, on disait qu'un frère était mort ou gravement malade, et que dans ces documents, on avait trouvé un rituel maçonnique. Certains voulaient laver leur âme avant de trépasser parce qu'ils avaient dû prêter un serment. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, un serment est un acte sacré devant Dieu. C'est pas rien. En vrai, souvent, c'était surtout une occasion pour des frères qui avaient été déçus de tomber dans une loge un peu bancale, de se faire quelques pièces en vendant un bon papier à un journal. Alors, vu qu'on a sûrement dépassé les 4 minutes de lecture moyenne d'une vidéo sur YouTube, je vais donc vous lire, pour mon seul et unique plaisir, quelques-unes des excuses les plus minables des divulgations maçonniques de mon livre de chevet, après bien sûr mes premières questions sur la franc-maçonnerie. Vous allez voir, on va faire de la recherche historique tout en passant un bon moment. Allez, florilège d'excuses bidons pour des parjures. La plus ancienne divulgation imprimée est en fait un chef-d'œuvre de lâcheté. Numéro 5, c'est la faute des femmes. Je vais vous lire le passage qui justifie la divulgation dans Mason's Examination, qui date de 1723 et qui a été en fait envoyé au Flying Post. C'est la première divulgation imprimée. L'antique fraternité des francs-maçons libres et acceptés a, de tout temps, été considérée, et à juste titre, comme la seule et unique société à avoir observé, sans les transgresser, la discrétion et l'harmonie. C'est deux piliers essentiels de toute bonne association. Depuis le commencement des temps, il n'y a eu qu'un seul et unique exemple de franc-maçon à avoir trahi le grand arcane de la société. Il s'agit de Samson, qui s'avéra en effet être un véritable Judas et qui fut puni en conséquence. D'où le dicton sur celui qui dévoile tout ce qu'il sait, il va s'attirer des ennuis. Cela donna grandement matière à réflexion au reste de l'humanité et amena toutes sortes de discussions et de controverses.
On reconnaît, de tous côtés, que la maçonnerie, la partie la plus importante de l'architecture, est utilisée pour embellir de manière unique. Que les francs-maçons ne sont pas des gens indiscrets, qui se mêlent des affaires des autres, mais qu'ils sont honnêtes et travailleurs, et cherchent seulement à faire du mieux qu'ils peuvent dans leur profession. Que ceux qui composent la respectable société n'introduisent pas d'innovation en matière religieuse, qu'ils ne complotent pas, ni ne conspirent contre le gouvernement en place, qu'ils ne se mêlent en aucune manière des affaires d'une autre société ou corporation, si éminente qu'elle soit. À cause de toutes ces qualités exceptionnelles, une personne de bon sens manifestera tout le respect qui est dû à leur personne, à leur loge et à leur constitution. Et là, vous me dites, mais en quoi c'est bizarre, en quoi c'est une lâcheté? Pourquoi avoir dit autant de bien d'une organisation et publier ça dans la presse? C'est la faute des femmes. Mais c'est comme ça. Il y a des gens à l'esprit étroit qui divulguent les secrets, qui, parce qu'ils ont perdu de leur capacité à préserver les choses ou en ont fait un mauvais usage, jalousent et haïssent ceux qui conservent le don du secret et la fidélité. Ces misérables se sont dernièrement appliqués à trouver un grand nombre de moyens d'attirer le déshonneur sur cette respectable société. Ils y sont poussés par quelques femmes stupides qui, parce que pour de solides raisons, les constitutions jugent leur sexe incapable de vivre en association, sont furieuses et cherchent à se venger. Ce sont des personnes qui inventent toutes sortes de signes, de postures et de pratiques ridicules, et qui affirment que cela constitue la base authentique de la franc-maçonnerie. Ce qui suit est un exemple de leur malveillance. Elles prétendent que cela a été mis par écrit par quelqu'un de récemment décédé qui était maçon. En réalité, c'est une farce dépourvue de sens qui porte gravement atteinte à l'honneur de toute l'association et de tout respectable membre de la société dont beaucoup se trouvent chaque jour dans la compagnie de rois et qui sont revêtus de titres de dignité et d'honneur. Donc, il dit que des femmes se servent d'une excuse d'un maçon mort pour dire du mal de la franc-maçonnerie. En faisant quoi? On ne sait pas, parce que personne n'était au courant. Mais lui dit, regardez, ce qu'elle s'apprête à dire dans vos colonnes, c'est faux. Hein? Ah! Non, je comprends pas. Numéro 4. On a trouvé ça dans les affaires d'un mort. L'excuse du franc-maçon mort, en fait, c'est tout simplement pour dire que comme un maçon vivant n'a pas le droit de révéler les rituels, un maçon mort, on ne peut rien lui reprocher, on ne peut pas faire quoi que ce soit contre lui. Donc, il vaut mieux prétendre qu'il y a un mort qui existe pour pouvoir faire une divulgation. Là, ici, c'est dans quoi? C'est dans The Grand Mystery of Freemasons is Discovered de 1724, donc un an après le précédent texte. Écoutez ce qu'ils disent. Ce document ayant été trouvé en possession d'un franc-maçon mort subitement, il a semblé opportun de publier intégralement pour que le public ait enfin quelque chose d'authentique à lire sur le grand mystère des francs-maçons. Un homme à Louvain avait annoncé qu'il avait, avec de grandes difficultés, découvert le monstre le plus hideux et le plus vorace, celui qui dérange habituellement l'humanité, et en particulier, dans son malheur, qu'il l'avait vaincu et dompté, et qu'il se tenait prêt maintenant à en donner la preuve au prix de 6 pence pièce dans sa baraque de foire. Les gens s'étaient pressés de toutes parts pour voir ce monstre, ils arrivaient à la porte située devant, et après avoir vu la créature, ils sortaient par la porte de derrière où on leur demandait si le monstre valait la peine d'être vu. Et comme ils avaient à leur entrée dans la baraque promis de garder le secret, ils répondaient que c'était une créature prodigieuse. Et l'homme y trouvait son compte. Mais on a divulgué, par accident, que cette créature merveilleuse n'était qu'un pou. En fait, il veut se moquer de la franc-maçonnerie. Dans les premières divulgations imprimées, on retrouve souvent ce schéma de dire la franc-maçonnerie c'est ridicule. Franchement, on s'en fait des idées, mais c'est ridicule. Regardez à quel point. Numéro 3. Un homme qui habite loin, qui est malade et que je nommerai pas. En 1727, donc 4 ans après la première divulgation, dans A Mason's Confession, on peut lire « Monsieur », ça c'est l'éditeur du Scott's Magazine, « Il y a quelque temps, un maçon habitant très loin de chez moi, que je connaissais comme quelqu'un de religieux et de raisonnable, me fit parvenir un lot de documents écrits, rédigés entièrement de sa main et signés de son nom. Il y faisait des aveux sur le serment, le mot et les autres secrets de son métier. À l'époque où il a écrit ce document, et longtemps avant cela, il était obligé de garder le lit à cause de la maladie.
Oh, Bichette. Il présente ce qui lui est arrivé parce qu'il est convaincu que toute cette affaire est qu'on garde secret quelque chose de criminel. Son récit est entrecoupé de réflexions sur de nombreux textes d'écriture et aussi sur le crime que constitue le sujet. Il considère que le serment est pernicieux, que ce fut pour lui un péché de le prêter et un péché de le respecter. Il parle de tous les secrets qu'on y jure de garder comme d'un ensemble de cérémonies empreintes de superstition, de mensonges et de vaines absurdités. Il renonce à tout cela, qu'il regarde comme un horrible péché. On appelle ça un délire mystique juste avant la mort. Effectivement, dans une société où le serment est un acte divin, parce que par exemple, quand on devait passer au tribunal, on jurait devant Dieu, en fait, parce que c'était vraiment un acte très fort. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de preuve. On n'était pas dans une société de la preuve écrite. On était dans une société de la preuve orale, où juste le fait de prêter serment pouvait justifier que tu disais n'importe quoi, parce que tu engageais ton âme, en fait, pour l'au-delà dans le mensonge éventuel. En même temps, il m'exhorte à publier le document pour convaincre ceux qui ont prêté ce serment et pour avertir d'autres personnes de se méfier de ce piège. Il m'a autorisé à donner son nom, son lieu de résidence et la loge à laquelle il appartient. Cependant, j'ai seulement conservé le récit qu'il a fait et je vous l'offre ici, avec ses propres mots, pour que vous le publiiez dans votre magazine. Cela donnera aux gens l'opportunité d'en juger comme ils le voudront. Ça, c'était en 1727. On voit que les mêmes mécanismes du complotisme agissaient déjà à l'époque. On est en train de dire, faites-vous votre idée. Il faut que vous puissiez réfléchir par vous-même. En général, quand quelqu'un te dit « réfléchis par toi-même », c'est pas forcément dans le but que tu réfléchisses par toi-même. Il m'informe que le compte-rendu qu'il fait n'est que ce qu'on lui a appris, selon les usages de la loge dans laquelle il a été reçu, sans tenir compte des variantes mineures qui peuvent exister dans d'autres loges, bien qu'elles soient en accord sur l'essentiel. Et il est vrai qu'il n'est pas possible de supposer qu'il existe entre elles une uniformité totale, si, selon ce qui suit, tout cela ne peut être confié qu'à la mémoire, et partager le sort de toutes les traditions orales. Alors là, rien que ça, par contre, en tant que spécialiste de l'histoire de la maçonnerie, c'est super intéressant. Parce que déjà, en fait, il reconnaît que, comme on est dans une tradition de l'oralité, qui n'avait pas de rituel imprimé, forcément, il y avait des éléments qui se perdaient d'une loge à l'autre, et donc il y avait des petites distinctions. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que les divulgations maçonniques ont permis de fixer le rituel. Puisque quand il y avait une publication comme ça qui arrivait dans les mains d'un vénérable, il disait « Hey, ça c'est intéressant, je vais le garder ». Et ça enrichissait son rituel. Et c'est aussi pour ça qu'en 1813, enfin aux alentours des années 1813 parce que c'est le moment solennel, on va dire, de la fusion entre la Grande Loge des Anciens et des Modernes, ils ont décidé qu'après ça, il fallait arrêter d'avoir plein de rituels et faire en sorte d'avoir un seul et unique rite, et ensuite quelques petits workings de différence. Et des fois, ça n'a pas vraiment été juste quelques petites différences. Numéro 2, la franc-maçonnerie est juste un amusement pour personnes futiles. Jugez-en par vous-même. En 1730, c'est vraiment une charnière, 1730. Dans The Mystery of Freemasonry, il y a un passage qui est intéressant. Alors un peu long, mais je vais vous le faire quand même, parce que de toute façon, je fais ça pour mon propre plaisir. Il y a un passage qui explique, il est proposé à l'éditeur du Daily Journal. Monsieur, la maçonnerie est une chose extrêmement bizarre qui est depuis longtemps un sujet d'amusement pour les gens. Bon, alors ça, c'est une technique classique, en fait, pour décrédibiliser quelque chose. On dit que tous les autres considèrent que c'est ridicule. On ne sait pas qui c'est tous les autres, mais rien que de dire ça, ça devient ridicule. Ils se sont étonnés de voir que parmi le grand nombre d'individus futiles qui ont été admis au sein de cette société, dont beaucoup n'ont rien de remarquable pour l'éminence de leur vertu ou leur aptitude à garder le secret, le secret tant vanté n'a jamais été divulgué, que ce soit par inadvertance ou sous l'empire de la boisson. On vient de voir qu'il y a eu quand même pas mal de divulgations avant. Et encore, je ne vous ai pas expliqué tous les textes qu'on a. Mais ça veut dire que ces textes ne se propageaient pas autant qu'on pourrait le penser. Donc c'était plutôt anecdotique et régional. Donc effectivement, dans cette zone géographique, ils n'avaient pas eu tant que ça de divulgation, parce que pour eux, là, ils arrivent avec quelque chose d'exceptionnel. Certains ont attribué cela à une cause, d'autres à une autre, et d'autres encore ont jugé, sous toutes les apparences de la raison, qu'ils devaient être si inexprimables par nature qu'ils étaient effrayés ou honteux de le divulguer. De plus, dit-on, s'il comportait quelque chose de précieux, qu'est-ce qui empêcherait de publier pour que d'autres puissent en faire autant ?
Pour ma part, je dois dire que je ne partage pas l'opinion qu'il y a là-dedans, quelque chose de criminel, de grandement indécent ou de honteux, à cause du grand nombre d'hommes d'honneur et de qualité qui ont bien voulu, sans doute par esprit d'amusement, encourager ceux qui y sont déjà en devenant membres de la fraternité. Là, c'est important aussi dans les mécaniques en général de manipulation, faire passer les autres pour des idiots ou surtout pour des gens qui ne sont pas sérieux. C'est un processus de manipulation mentale, en fait. Quand tu veux décrédibiliser une personne, tu n'as qu'à dire qu'elle n'est pas sérieuse. Et dans ce cas-là, à force de le répéter, il y a bien des gens qui, effectivement, sont bêtes, qui vont le croire. On espère. Il faut bien admettre qu'on ne peut pas savoir ce que c'est vraiment tant qu'on n'a pas été investi et initié, et par conséquent, qu'on se trouve soi-même frère de pied en cap, et qu'on est ainsi obligé, à son corps défendant, de répandre cette fable avec la même apparence de solennité que les autres. Mais cependant, j'ai été tenté de croire, s'il y avait là-dedans quelque chose d'utile ou qui était digne d'être imité, que le secret n'avait pas été gardé jusqu'à maintenant avec tellement d'obstination. Nous pouvons mettre au défi le plus ardent défenseur de cette chose bizarre, de chercher parmi tous les membres de la fraternité qu'il connaît et de trouver que l'un d'eux est devenu plus sage ou meilleur après avoir été admis. S'il refusait parce qu'il serait juge et parti, laissons les bonnes épouses des frères en décider. Qu'elles fassent connaître à tous si elles ont trouvé que leurs chers époux, depuis qu'ils sont entrés, sont devenus plus sages, plus vertueux et plus sobres. Donc, encore une fois, on mêle les femmes, bien sûr. Et surtout, ce qui est sous-entendu, c'est que, pour l'auteur, la franc-maçonnerie, c'est un repère d'idiots. Ils sont alcooliques. Bon, on est au XVIIIe siècle, tout est relatif. Mais surtout, ils disent, si ça rend les gens meilleurs, demandons à leur épouse si ce sont des gens meilleurs. Un peu fallacieux quand même. Nous supposerons ici que les aboyeurs, les rabatteurs et les aubergistes sont tenus à l'écart de la question, car trop impliqués du point de vue de leurs intérêts. Ils sont en effet beaucoup plus calculateurs que les fils de la lumière et peuvent ainsi tirer avantage de la folie des autres et en vivre, de même que leurs épouses, leurs filles, les tenanciers de bar ou ceux qui placent les gens au théâtre. En fait, si vous n'avez pas vu, dans une précédente vidéo, j'expliquais que dans les années 1730, lorsque quelqu'un était domestique ou alors avait un métier qui était lié au fait de pouvoir servir les autres, comme par exemple les tenanciers de bar, d'auberge, tout ça, on ne pouvait pas les initier. On n'initiait qu'une personne née libre et surtout qui n'était pas servant. Donc ces personnes-là, on les appelait des frères servants. Et c'est pour ça qu'on ne les faisait pas en fait participer à toutes les cérémonies. Ils étaient juste pseudo-initiés, juste pour que quand ils arrivent pour passer les plats, ils n'entendent pas quelque chose qui les fasse un peu tiquer. Et là, ça devient encore plus intéressant. Je rappelle, je fais cette vidéo, c'est que pour moi, parce que j'adore les textes maçonniques. Pour conclure, un frère semble avoir couché par écrit la façon dont les choses s'étaient passées lors de son admission, pour s'en souvenir et pour l'analyser à loisir. Finalement, sa mort nous donne l'occasion de mettre en lumière la phase mystérieuse de la réception. Voilà, comme par hasard, encore une fois, un frère est mort. Qu'il avait gardé dans ses papiers les plus précieux et les plus privés, et dans l'endroit le plus secret de son cabinet, ainsi que ce qu'il y a de puéril dans leurs signes et leurs étonnantes dispositions. Je ne prétends pas abuser des mots pour convaincre vos lecteurs de l'authenticité de ce manuscrit. Je les renverrai simplement à la manière dont se conduiront les membres de la fraternité à cette occasion. Ils seront certainement très irrités, ou très silencieux, ou très désireux de le dénigrer, si c'est vraiment ce que dans mon fort intérieur, je suis sûr que c'est. Donc, irrité, silencieux ou désireux de dénigrer. Ouais, donc en gros, on n'a pas le droit de réagir, en fait. Encore une technique de manipulation. Je vous ai déjà pris trop de place, parce qu'il écrit à l'éditeur, je vous ai déjà trop pris de place, à supposer que vous ayez la gentillesse de publier cette lettre de même que le document. De plus, ayez l'amabilité de réserver 200 exemplaires du journal, qu'un domestique en livrée bleue à parements jaunes et boutons de cuivre viendra chercher et vous réglera, et je vous demande de bien vouloir m'en indiquer le prix. Il s'est pas foutu de la gueule de l'éditeur. En fait, là, il y a quand même un truc qu'il faut expliquer. Dans les textes fondateurs de la franc-maçonnerie, on expliquait que souvent, le maître de la loge était celui qui avait une veste jaune et un pantalon bleu. Pourquoi ? Parce que l'équerre était tout simplement jaune, et le compas, les pointes du compas,
plutôt l'équerre, et les pointes du compas avaient les pointes bleues. Donc en fait, les pieds du compas étaient bleus et l'équerre était jaune. Donc en fait, on disait avoir une veste jaune et des pieds bleus et un pantalon bleu, c'était le symbole du vénérat, puisque c'était celui qui jouait avec l'équerre et le compas. Donc en fait, là on dit, il veut réserver 200 exemplaires du journal, et c'est quelqu'un avec une veste jaune et une livrée bleue, non c'est quoi, c'est une livrée bleue à parement jaune et boutons de cuivre. Le cuivre pareil pour le compas. C'est quand même à se demander si c'était pas cette divulgation juste pour que, un peu à prix réduit, la personne se fasse éditer des rituels. Numéro 1, quand on n'a pas le courage d'imposer un rituel, alors on fait semblant que c'est une divulgation. Masonry Dissected de 1730. Dans Masonry Dissected, le Pritchard, on appelle ça le Pritchard, c'est en fait un des plus grands documents fondateurs, puisque cette divulgation introduit énormément de choses, c'est-à-dire qu'elle en stabilise certains des anciennes divulgations, et il y a plein d'autres choses qui se créent dans Masonry Dissected, par exemple le fait d'avoir tous les éléments qui vont par 3, ce genre de choses qu'on retrouve dans les instructions en question-réponse dans les temps suivants. Et une des théories que j'apprécie beaucoup, et je me moque si vous ne la partagez pas, je l'apprécie beaucoup, une des théories que j'apprécie beaucoup, c'est de penser que la Grande Loge, qu'on appelle la Grande Loge des Modernes, en fait, avait bien compris le pouvoir d'une divulgation, que quand on voulait interdire quelque chose, les gens se précipitaient pour l'acheter. Donc il suffisait tout simplement de faire une divulgation, et puis à un moment de dire « on n'est pas très content qu'il y ait cette divulgation ». Et tout le monde se serait dit « quelle divulgation ? Il faut absolument qu'on aille savoir ce que c'est, quoi !» Et ils allaient acheter en fait cette chose-là, et ils le propageaient, puisque comme j'ai dit, à chaque fois qu'un vénérable récupérait une divulgation, il trouvait des trucs « ah tiens, c'est bien ça, ah tiens, je vais le rajouter ». Donc d'une certaine manière, c'est peut-être un moyen aussi pour la Grande Loge de pouvoir, à moindre frais, faire en sorte de diffuser les rituels sans avoir à être parjure sur le fait de les imprimer. C'est pas nous, c'est un certain Pritchard. Parce que dans la formulation qui introduit justement ce texte, il y a des trucs bizarres. Déjà, c'est très formel. La maçonnerie examinée en détail, Masonry Dissected, c'est la traduction de l'anglais. Donc c'est la meilleure traduction possible, il faut le savoir. Philippe Langlais, c'est la meilleure traduction possible de texte. Actuellement, à connaissance. La maçonnerie examinée en détail, description globale et authentique de toutes ses ramifications de l'origine à nos jours, telle qu'on la transmet dans les loges régulières, établies en ville et à la campagne, selon les différents grades de réception, donne un compte-rendu impartial de leur manière régulière d'initier les nouveaux membres dans l'ensemble des 3 grades de la maçonnerie, apprenti, compagnon, maître. On y a joint la justification de l'auteur par lui-même, 3e édition par Samuel Pritchard, ancien membre d'une loge régulière de Londres, imprimé ça commence. Serment, Samuel Pritchard jure par serment que le document ci-joint est en tout point authentique. Signature, date. Dédicace. À la très respectable et honorable fraternité des maçons francs et acceptés, frères et compagnons, si les pages qui suivent, écrites avec impartialité, gagnent l'approbation générale d'une société aussi estimable, je ne doute pas qu'on fasse connaître ce qu'elle est globalement et qu'elle gagne l'estime du reste de l'humanité civilisée. J'espère que cela donnera entière satisfaction à tous ceux qui aiment la vérité, et je reste avec toute ma déférence le très humble et très obéissant serviteur de la fraternité. Ça n'a rien à voir. Quand on regarde les textes que je vous ai lus juste avant, il y a toujours un critère et qui est en fait le cancer de la franc-maçonnerie. C'est le mépris. Le mépris qu'on peut avoir envers des frères, le mépris qu'on peut avoir envers la franc-maçonnerie, le mépris qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui justement gangrène la franc-maçonnerie de l'intérieur. À chaque fois, on parle dans une précédente vidéo, je parlais de la langue du bon renom, le fait de ne pas dire du mal d'un frère en sa présence comme en son absence. C'est quelque chose que tout le monde fait en fait, et même si on essaye de se forcer à pas le faire, de temps en temps, quand on est avec un frère ou une sœur qu'on connaît très bien, on peut se laisser aller à dire un mot qui n'est pas correct. Eh bien, ce texte, le Pritchard, il le fait pas. Et c'est ça qui est très bizarre en fait dans ce texte, c'est qu'il essaye de dire de manière très partiale, très sûr de lui, mais en même temps, je viens vous exposer quelque chose, regardez comme j'ai du respect pour la franc-maçonnerie, voilà ce qu'il faut savoir. C'est vraiment quelque chose d'un peu obédientiel, et on voit vraiment que ça a été fait, je pense, dans l'optique de pouvoir avoir une diffusion gigantesque. Et ça n'a pas loupé, puisque d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'entre les années 1730 et à peu près 1760, il n'y a plus de divulgation en Angleterre. Le mec, il a tué le game.
C'est-à-dire qu'entre 1730 et 1760, pour trouver des divulgations maçonniques, il faut franchir la Manche et arriver en France. On va avoir dès 1737 la divulgation d'Hérault, on va avoir après tout ce qui est Abbé Perrot, tout ce qui est, enfin, tout un tas de divulgations maçonniques qui sont en fait en France. D'ailleurs, il y aura des allers-retours entre la France et l'Angleterre entre les années 1740 et les années 1760, mais c'est surtout à l'initiative de la France. En Angleterre, c'est comme si tout s'était figé. D'un côté, on s'est dit, bon, là, on a eu quelque chose qui était tellement fort, ça ne sert plus à rien de divulguer, quoi. Je ne sais absolument pas combien de temps dure cette vidéo, mais j'espère que vous êtes au moins un ou deux à être restés jusque-là, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, les textes fondateurs de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, peut-être que je ferai des trucs bientôt là-dessus, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, je vous invite à découvrir mon nouveau livre, mes premières questions sur la franc-maçonnerie. Vous pouvez aller sur www.franc-maçonnerie.fr pour le découvrir. Il y a toujours aussi L'Apprenti perdu, mon roman de science-fiction maçonnique, www.apprentiperdu.fr. Et peut-être je vous réserve encore des surprises à venir.